Le soleil de Paris jouait encore sur les toits de zinc et les gargouilles séculaires, offrant une image de sérénité factice que la commandanture s'efforçait d'entretenir. Mais pour Antoine Dubois, archiviste subalterne à la Bibliothèque nationale, cette beauté n'était qu'un voile diaphane masquant l'acier froid des machinations vichistes, des accidents trop opportuns. Chaque soir, alors que le couvre-feu tombait sur les boulevards déserts, une chape de silence rompue seulement par le claquement lointain des bottes allemandes, Antoine se glissait dans les recoins sombres de la capitale, une ombre parmi les ombres, cherchant les fils d'une vérité mortelle qui refusait d'être enterrée. À 32 ans, Antoine était un homme que l'on oubliait facilement, et c'était là sa plus grande force. Ses traits étaient nets mais sans éclat, ses mouvements précis mais sans hâte. Pourtant, derrière les lunettes cerclées de métal qui masquaient un regard d'une acuité troublante, se cachait une mémoire éidétique et un sens de l'observation aiguisé, hérité de longues années passées à classer l'histoire des autres. Son poste d'archiviste, anodin en apparence, était un observatoire idéal. Au milieu des papiers jaunis et de l'encre décolorée, il apprenait à déceler les dissonances, les notes discordantes dans les symphonies officielles. Paris, sous l'occupation, était une ville d'ombres et de reflets trompeurs. Les affiches de propagande allemande aux couleurs vives juraient avec les files d'attente interminables devant les boulangeries, où l'odeur du pain rassis se mêlait à l'angoisse silencieuse. Les cafés autrefois bruyants n'étaient plus que des lieux de murmures prudents, où chaque mot était pesé, chaque regard interrogé. Antoine, lui, se mouvait avec une aisance fantomatique dans ce décor, connaissant chaque passage obscur, chaque cour intérieure, chaque bouche de métro condamnée qui lui offrait un refuge temporaire. Ce qui le hantait, c'étaient les rapports officiels. Suicide par pendaison, chute accidentelle, crise cardiaque inopinée. Des personnalités influentes, journalistes ayant osé critiquer le régime, anciens députés de la Troisième République aux sympathies gaullistes à peine dissimulées, scientifiques refusant de collaborer. Tous des événements toujours opportuns pour Vichy, trop opportuns pour la logique implacable d'Antoine. Dans le silence de son petit appartement parisien, où l'unique luxe était une lampe à pétrole dissimulée, il accumulait discrètement coupures de presse, nécrologie et des notes manuscrites. Il y voyait des motifs récurrents, des anomalies dans les récits officiels qui lui vrillaient les nerfs comme une partition jouée à contretemps. Il était un membre périphérique de la résistance, une poussière dans le rouage immense. Son premier contact était Le Corbeau, un libraire âgé et érudit dont la boutique, nichée dans une ruelle étroite du quartier latin, servait de boîte aux lettres mortes pour des messages cryptés. Le Corbeau, avec son odeur de vieux papier et de tabac froid, était une encre dans la tempête. « Alors, Antoine, toujours à compter les mouches ?» lançait-il parfois, ses yeux vifs dissimulant une intelligence acérée. Antoine souriait faiblement. Les mouches, le corbeau. Parfois en disent quoi plus que les aigles. Ses missions étaient comme mineurs, livrer des colis dont il ignorait le contenu, observer les trajets d'officiers allemands ou de miliciens, noter des plaques d'immatriculation. Des tests, certes, mais aussi sa porte d'entrée dans ce monde souterrain. Il se sentait utile, indispensable même. Mais une frustration sourde le rongeait. Il sentait la vaste toile des accidents s'étendre, et lui, simple araignée, ne pouvait qu'en observer quelques fils sans jamais atteindre le centre. Antoine était déchiré. Son désir de justice, brûlant et impérieux, se heurtait à la prudence inhérente à sa nature d'archiviste, à l'instinct de survie qui lui dictait chaque pas. La Gestapo et la milice étaient des ombres omniprésentes, des loups en uniforme capables de briser un homme d'un simple regard. La vérité sur les accidents, cependant, le rongeait comme un acide, le poussant à vouloir en savoir plus, à toucher ce qu'il percevait du bout des doigts. Il savait qu'il marchait sur une corde raide où chaque erreur, chaque imprudence, pouvait être fatale. Chaque silence était un aveu, chaque question un risque, et le silence, il en avait vu trop dans les yeux des veuves, dans les titres de journaux, dans les recoins oubliés de l'histoire qu'il avait mission de préserver. Le vent, cette nuit-là, balayait les rues de Paris comme un balai invisible, soulevant des tourbillons de feuilles mortes et le silence lourd du couvre-feu. Chaque réverbère voilé projetait des ombres longues et dansantes qui semblaient murmurer des avertissements. Antoine, engoncé dans son pardessus usé, avançait à pas feutrés, l'écho de ses propres semelles sur les pavés humides étant la seule compagnie palpable. Il se dirigeait vers la boutique du Corbeau, le seul point de chaleur dans ce froid moral qui engourdissait la ville. Le Corbeau l'attendait, ses lunettes posées sur le bout du nez, la lumière vacillante d'une lampe à pétrole dessinant des clairs obscurs sur son visage buriné.
L'odeur familière de papier jauni, de colle et d'un lointain parfum de tabac emplissait la petite librairie. « Antoine, je m'inquiétais », dit le corbeau d'une voix plus grave que d'habitude, sans lever les yeux de son livre. « Les aiguilles de l'horloge ont leur propre cadence », répondit Antoine, le cœur battant un peu plus vite que de coutume. Il percevait l'urgence dans la retenue du vieil homme. Le corbeau posa son livre, une édition rare de Villon, et se tourna vers Antoine. Ses yeux vifs, habituellement emplis d'une curiosité malicieuse, étaient empreints d'une gravité implacable. Il tendit une enveloppe scellée d'un geste lent et délibéré. La cire, rouge sombre, portait une empreinte inconnue. « Lisez », dit-il simplement. « Et souvenez-vous que les mots, parfois, pèsent plus lourd que le plomb. » Antoine ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un unique feuillet. L'écriture était fine, hâtive, presque tremblante. Les informations s'y condensaient en quelques lignes. Chaque mot, une détonation silencieuse dans son esprit. L'Alouette, agent Tsoe, chute près de Chartres, information cruciale, réseau sécurité intérieure, Vichy, détail accident, plus bénéficiaire, impératif, document ou femme, avant Gestapo. Le sang d'Antoine se glaça. L'Alouette, un agent britannique parachuté, Chartres, des noms et des lieux qui le sortèrent de ses observations discrètes et de ses fiches jaunies. Des informations cruciales sur ses accidents qui le hantaient, qui lui vrillaient les nerfs comme une partition jouée à contretemps. La phrase « avant Gestapo » résonnait comme un coup près. Il leva les yeux vers le corbeau, qui le fixait avec une intensité froide. « Ce n'est plus une question de compter les mouches, Antoine. C'est le nid entier que nous devons trouver. Je ne suis qu'un archiviste, le corbeau. Je classe, je compare, je ne récupère pas d'agent. » Le vertige de la peur le saisit, le souffle coupé par la disproportion de la tâche. Un archiviste qui sait voir au-delà des mots écrits, un homme qui a le sens du détail et une mémoire d'éléphant. C'est pour cela que nous n'avons pas le temps pour des formations. L'Alouette n'est pas une mouche, Antoine. C'est un oiseau rare qui chante une mélodie que Vichy veut étouffer avant qu'elle ne résonne trop fort. Si la Gestapo met la main sur elle ou sur ses notes, ce ne sont pas seulement nos réseaux qui seront compromis, mais la vérité sur ces exécutions masquées qui mourra avec elle. Le corbeau se pencha légèrement, ses yeux sondant l'âme d'Antoine. C'est la première fois que vous marchez sur cette corde raide, Antoine. Jusqu'ici, vous l'observiez de loin. Maintenant, vous devez y poser les pieds. N'oubliez pas, chaque erreur peut être fatale, mais l'inaction l'est aussi. Antoine sentit le poids de l'enveloppe dans sa main, non plus comme du papier, mais comme une pierre tombale. Le silence entre eux n'était pas celui du couvre-feu, mais celui de la décision irrévocable. Il avait passé des mois à traquer des ombres, à assembler des fragments d'une vérité horrible. Maintenant, la vérité venait à lui, non pas sous forme de murmure, mais d'un appel urgent, brutal. Il n'était plus un observateur, il était le pion. Et le jeu venait de commencer, mortellement. Antoine Dubois traversa les rues désertes, le vent glacial de février mordant sa peau. Le couvre-feu était une chape de plomb sur la ville, un silence interrompu seulement par le claquement métallique des bottes allemandes au loin. Chaque ombre, chaque réverbère voilé d'une lumière parcimonieuse semblait une menace tapie, prête à le dévorer. L'enveloppe, glissée dans la doublure de sa veste, pesait de tout le poids d'une sentence qu'il ne comprenait pas encore entièrement, mais dont il sentait déjà la froideur. Il n'était plus question de chiffres et de dates compilées en secret, mais de chair et de sang, de vies suspendues à un fil qu'il devait, lui, l'archiviste, empêcher de rompre. Chez lui, dans son petit appartement sentant le papier jauni et le tabac froid, Antoine alluma la lampe à pétrole. La lueur tremblante éclairait une carte de France épinglée au mur, relique d'un voyage d'avant-guerre, souvenir d'un temps où les frontières n'étaient que des lignes sur une carte, pas des barreaux invisibles. Son regard s'arrêta sur Chartres, à peine un point à l'ouest de Paris. Récupérer un agent. La phrase résonnait comme une blague macabre, une aberration. Lui, l'homme des étagères et des microfiches, le détecteur de virgules mal placées et de dates incongrues, devait maintenant débusquer une espionne blessée dans la campagne glaciale avant que la Gestapo ne la réduise au silence. La disproportion de la tâche le serra à la gorge. Il sortit de sa cachette sous le plancher une petite sacoche de toile usée. Son kit d'urgence se composait d'un carnet à spirale, d'un crayon à mine dure, d'une boîte d'allumettes et d'un morceau de pain rassis. Misérable, ridicule. Il n'avait ni arme, ni fausse identité,
ni les contacts nécessaires hors de Paris. Son seul atout, pensait-il avec une amère ironie, sa mémoire et son sens de l'organisation. Il se mit à réfléchir comme il classerait un fonds d'archives, tentant de ranger le chaos de sa mission en points identifiables. Un frisson de pure terreur le parcourut, une sensation de vertige qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il n'était pas un homme d'action, il était un homme de l'ombre, de la réflexion, de l'information. Cette mission était un saut dans le vide, sans parachute. Pourtant, l'image des accidents de Vichy revint, tenace. Les noms, les visages qu'il avait discrètement catalogués, les récits officiels qui ne collaient jamais. L'Alouette détenait la clé de ces mystères macabres, la preuve que les murmures étaient des hurlements étouffés. Il ne pouvait pas se dérober. Le lendemain, sous sa couverture d'archiviste discret et méticuleux, il se plongea dans de vieilles cartes topographiques de la région de Chartres, prétextant des recherches sur les abbayes médiévales et les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Son cerveau, habitué à la logique froide des faits, transformait l'urgence en un plan d'évasion, ligne après ligne. Il mémorisa les chemins de terre, les méandres des rivières, les bosquets et les fermes isolées. Il observa les départs et arrivées des camions de livraison de charbon et de denrées agricoles qui passaient près de la bibliothèque, tentant d'identifier un itinéraire plausible vers l'ouest, une faille dans le tissu serré de l'occupation. En fin de journée, il glissa quelques mots dans la boîte aux lettres morte du corbeau, une requête discrète mais insistante, formulée avec la précision d'un bibliothécaire, une bicyclette en état de marche, cadre homme, pour un voyage inattendu vers des archives rurales. Il n'avait qu'une seule certitude. Il ne devait pas échouer, et que chaque pas qu'il faisait l'éloignait un peu plus de sa vie anonyme pour le précipiter vers un destin qu'il n'avait jamais cherché, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Le jeu venait de commencer, et il était seul avec ses fiches, sa peur et l'ombre grandissante de la vérité. La bicyclette, une vieille Peugeot rouillée mais robuste, grinçait sous son poids. Antoine avait glissé hors de Paris avant l'aube, profitant de l'obscurité pour se fondre dans le paysage encore endormi. Les premiers kilomètres avaient été un mélange d'euphorie et de terreur. La liberté retrouvée des boulevards déserts, l'air frais sur son visage, mais aussi le spectre constant d'un contrôle inopiné, d'une patrouille allemande ou milicienne. Ses jambes, habituées au trajet modeste entre la bibliothèque et son modeste appartement, le brûlaient. Chaque coup de pédale était un pari. Chaque village traversait une roulette russe. Il se sentait à la fois ridicule et héroïque, un bibliothécaire sur une monture de fer, lancé à la poursuite d'un secret mortel. La campagne, autrefois apaisante, était désormais un immense échiquier où chaque arbre pouvait cacher un observateur, chaque ferme isolait un danger potentiel. Les champs de blé moissonnés, d'ordinaire garants d'une sereine abondance, s'étendaient sous un ciel pâle, des étendues vides où l'on pouvait être vu de loin. Antoine se força à ralentir, à observer, à écouter. Le silence était pesant, rompu seulement par le frottement de ses pneus sur le goudron écaillé et le lointain aboiement d'un chien. Il se nourrissait de pain rassis et de l'eau qu'il avait emportée, rationnant chaque gorgée comme s'il s'agissait d'or. La beauté crue de la Beauce, avec ses horizons infinis, n'était qu'un décor pour l'horreur silencieuse qui se jouait sous l'occupation, si loin de la fausse dignité des institutions parisiennes. Il atteignit la zone indiquée par le corbeau au crépuscule du deuxième jour, ses muscles endoloris et son esprit embrumé par la fatigue. Les coordonnées menaient à un vieux corps de ferme abandonné, à l'écart de toute route principale, à quelques lieues de Chartres. Le vent soufflait à travers les poutres pourries, faisant gémir le toit éventré. L'odeur de terre humide et de décomposition emplissait l'air. Antoine laissa sa bicyclette derrière un tas de pierres et s'avança avec une prudence d'horloger, son cœur battant la chamade. Dans l'obscurité grandissante d'une étable effondrée, il trouva l'Alouette. Elle était recroquevillée sur une botte de foin moisie, son corps frêle et blessé. Une entaille profonde saignait au-dessus de son œil gauche et sa jambe, visiblement cassée, était grossièrement bandée avec des lambeaux de tissu. Malgré la douleur, ses yeux bleus, d'une intensité saisissante, étaient vifs et méfiants. Elle pointait vers lui un lugueur qu'elle tenait d'une main tremblante. « Qui êtes-vous » siffla-t-elle, sa voix rauque. « Et comment m'avez-vous trouvé » Antoine leva lentement les mains, les paumes ouvertes. « Je suis un ami. Le corbeau m'envoie. Il a dit que vous aviez besoin d'un archiviste pour vos papiers. » Il esquissa un sourire incertain. « Antoine Dubois. » Elle cligna des yeux, le lugueur ne baissant pas. « Un archiviste, dites-vous ? Je suis tombé du ciel, monsieur, pas d'une étagère. » Son regard balaya son costume froissé, son visage maculé de boue.
Vous n'avez pas l'air d'un agent. Non, admit-il, une pointe d'amusement malgré la tension. Je suis plus habitué aux poussières des manuscrits qu'à celles des crashs, mais j'ai une excellente mémoire et une sainte horreur des lacunes historiques. Il fit un pas hésitant. Ces accidents de Vichy, je les ai notés, classés. Votre atterrissage inopiné est une pièce qui manquait à mon dossier. Un éclair de reconnaissance traversa ses yeux. Elle laissa échapper un petit rire sec mêlé de douleur. Le corbeau a de drôles d'oiseaux dans son nid. Elle désigna une sacoche de cuir à côté d'elle, maculée de boue. Si vous êtes un archiviste, alors vous savez ce que c'est, la vérité. Elle ne se range pas toujours bien dans les classeurs. Elle toussa. Ces papiers, ils sont plus que des archives, monsieur Dubois. Ce sont des condamnations, pour les vivants et pour les morts qui n'ont jamais demandé à l'être. Antoine s'agenouilla près d'elle, oubliant sa propre fatigue. Il prit la sacoche. À l'intérieur, des microfilms, des carnets codés, des listes de noms. Une lecture rapide à la faible lumière du crépuscule lui glaça le sang. Des noms qu'il reconnaissait, des dates, des lieux, des descriptions détaillées de mises en scène, suicides simulés, accidents de voiture provoqués, maladies fulgurantes. Et surtout, les noms des commanditaires, des officiers de la milice, des membres du cabinet de Pétain, des Allemands, mêlant leurs signatures dans un ballet macabre. C'était bien pire que ce qu'il avait imaginé. Une véritable entreprise d'assassinat politique masquée par la lâcheté et la terreur d'un régime collaborationniste. Ce n'est pas possible, murmura-t-il, les mots s'étranglant dans sa gorge. Tant de... Si, monsieur Dubois, c'est possible, coupa l'Alouette, un froid implacable dans la voix. Et c'est la vérité, celle que Vichy enterre et que le SOE déterre. Elle se pencha, la douleur trahissant ses traits, et saisit le bras d'Antoine. Maintenant, la question est de savoir comment nous allons l'enterrer à nouveau, dans leur fondation. Mais d'abord, il faut sortir d'ici. Nous ne sommes pas seuls. Un bruit lointain, celui d'un moteur de camion, puis d'une discussion rauque, se fit entendre au-delà des champs. La Gestapo ou la milice. Il les avait retrouvés. Antoine, l'archiviste méticuleux, leva les yeux, le Luger toujours pointé sur lui, mais cette fois comme un compagnon dans le danger. Il n'y avait plus de retour possible. Le jeu n'était plus une abstraction. Il était une question de survie, ici et maintenant, dans la puanteur de la paille et l'odeur du sang. Et le poids des vérités qu'il tenait entre ses mains était plus lourd que toutes les fiches de la Bibliothèque nationale réunies. Le claquement d'une portière de camion se fit plus distinct, suivi du piétinement de bottes sur la terre gelée. Non pas une discussion rauque, mais des ordres brefs, martelés en allemand et en français, des voix gutturales que la nuit amplifiait, le son lourd d'une gâchette qui s'arme. Ils n'étaient pas seulement trouvés, ils étaient encerclés. Pas de sortie par l'avant, souffla l'Alouette, sa voix tendue par la douleur mais exempte de panique. Le chemin est coupé, il doit y avoir un autre moyen. Antoine jeta un regard rapide autour de lui. La grange était petite, remplie d'une paille à l'odeur rance et d'outils rouillés. Les murs étaient faits de pierres disjointes, le toit percé par endroits, mais pas assez pour une évasion. Son regard s'accrocha à une petite trappe, à peine visible, menant sans doute à une étable adjacente, ou peut-être à une basse-cour. Un détail que l'archiviste en lui avait enregistré malgré le chaos. « Là » dit-il, pointant du menton. « La trappe ? Blessé comme je suis, ça va être un spectacle charmant » répliqua-t-elle avec une pointe d'ironie amère, essayant de se redresser. Chaque mouvement lui arrachait un gémissement. « Mais je n'ai jamais été doué pour les portes dérobées. C'est vous, l'homme des documents secrets, n'est-ce pas ?» Le Luger d'Antoine pesait lourd dans sa main. Il n'avait jamais tiré sur personne, pas même à l'entraînement. Il avait manipulé des cartes, des registres, des chiffres. Pas des vies, pas des balles. Il serra la mâchoire, une décision se forgeant dans le creuset de l'urgence. La Bibliothèque nationale et ses silences respectueux lui semblaient à des années-lumière. « Et vous, l'experte en évasion discrète ?» rétorqua Antoine, un sarcasme inhabituel dans sa voix. Il glissa le pistolet dans la ceinture de l'Alouette, contre son flanc opposé à sa blessure. « En cas de besoin, je serai votre archive ambulante. » Puis, sans attendre de réponse, il se pencha et, avec une force qu'il ne se connaissait pas, tira sur la poignée de bois. La trappe s'ouvrit sur un noir suffocant, révélant un tunnel étroit et terreux, à peine assez grand pour un homme. L'odeur de la terre humide et de l'animal y était forte. Magnifique, une cave à rats. L'Alouette sourit faiblement, un sourire qui ne touchait pas ses yeux fiévreux. « Vous savez au moins où ça mène ?»« J'espère. Loin d'ici. C'est tout ce qui importe. »
Antoine la souleva aussi délicatement que possible, son corps lourd et inerte entre ses bras. Il sentait la chaleur de son sang à travers le tissu de sa veste, une chaleur dérangeante, vitale et menacée. Les hurlements des chiens commençaient à se faire entendre, des aboiements furieux se rapprochant. « Allez-y » murmura-t-elle, son souffle court contre son oreille. « Ne me lâchez pas, ces documents. Ils sont le sang, ne le laissez pas se perdre. » Il se glissa dans le passage sombre, tenant la sacoche de l'autre main, sentant le sol humide sous ses pieds, le plafond bas frottant son dos. Il entendit le fracas de la porte principale de la grange, les voix qui envahissaient l'espace qu'il venait de quitter. Une lampe torche balaya l'entrée. « Vite, cherchez !» La voix allemande, glaciale et implacable, résonnait dans la grange. Antoine, son propre cœur battant la chamade, sentait la boue coller à ses vêtements, mais son esprit était étrangement clair. Chaque sensation, chaque son était une donnée, une nouvelle entrée dans le registre de sa survie. Il était un archiviste, et ses documents, ses vérités macabres, étaient désormais sa seule charge, sa seule raison d'être. Le Paris qu'il avait quitté, avec ses ombres et ses mensonges bien ordonnés, lui paraissait soudain une illusion, une façade éphémère. La réalité se trouvait ici, dans la puanteur de la terre et la promesse d'une justice amère. Il tira l'Alouette plus loin dans l'obscurité, les aboiements des chiens s'estompant derrière eux, mais le danger restait un compagnon fidèle, respirant à leur côté. Ils étaient sortis de la grange, mais pas du piège. L'aube n'allait pas tarder à se lever, et avec elle, de nouvelles menaces. Le froid mordait l'air à mesure que l'obscurité se rétractait devant les premières lueurs grisâtres de l'aube. Antoine émergea du boyau de terre, le corps endolori, l'Alouette toujours blottie contre lui, son poids une ancre à la fois pesante et vitale. Ils débouchèrent dans un champ dénudé, la rosée perlant sur les herbes hautes, le brouillard s'accrochant au talus. Le silence était assourdissant après le chaos de la grange, mais c'était un silence lourd, trompeur, comme celui qui précède un orage. « Où sommes-nous » souffla-t-elle, sa voix à peine audible, une plainte rauque. « Nulle part pour l'instant » répondit Antoine, le regard scrutateur. Il balaya l'horizon, cherchant un abri, n'importe quoi qui pût les soustraire à l'œil inquisiteur du ciel naissant. Au loin, une silhouette trapue, à peine visible dans la brume, se dessinait. Une petite chapelle oubliée, penchée comme une vieille femme accablée. Il la porta jusqu'à la chapelle, un fardeau à la fois léger et écrasant, sentant la fièvre irradier de son corps. L'intérieur était froid, désert, la pierre nue suintant l'humidité. Quelques toiles d'araignées pendaient des arcs brisés et une statue de la Vierge Marie, la face érodée par le temps et l'indifférence, les observait avec une résignation silencieuse. C'était un refuge précaire, mais pour l'instant, c'était tout ce qu'ils avaient. Antoine la déposa délicatement sur un tas de foin moisi qu'il trouva dans un coin, la sacoche serrée contre lui. Son pouls était faible et rapide. Les taches de sang sur sa veste s'étaient élargies. « Les documents » murmura-t-elle, son regard fiévreux ancré dans le sien. « Protégez-les. » Il hocha la tête, tira la sacoche et l'ouvrit. À l'intérieur, des carnets à spirale, des feuillets froissés et une douzaine de photographies de visages inconnus. Il en déplia un, ses yeux d'archiviste s'attardant sur l'écriture minutieuse, quasi calligraphique. Ce n'étaient pas des messages chiffrés, mais des notes, des noms, des dates, des lieux, et des mots qui le firent frissonner. Affaire Dubois, suicide, 24 novembre. Cas Lefebvre, noyade accidentelle, 1er décembre. Des accidents qu'il avait lui-même notés, des mois plus tôt, à la bibliothèque. Il sentit une nausée monter. Ce n'était plus une rumeur, une intuition. C'était une comptabilité macabre. Ils sont bien plus qu'une liste de noms, dit l'Alouette, comme si elle avait lu dans ses pensées. Chaque nom est une histoire, une vérité étouffée. Ce n'est pas Vichy qui se protège, Antoine, c'est le silence. Et comment brise-t-on le silence quand on n'est qu'un archiviste ? Demanda-t-il, la voix étrangement sourde. Elle rit faiblement, une toux sèche ébranlant son corps. Un archiviste ordonne les faits, les révèle. Vous avez le don de la mémoire, mon cher. C'est une arme plus dévastatrice que n'importe quel pistolet. Un fusil tue un homme, une vérité tue un régime. Leurs yeux se rencontrèrent. Dans les siens, il y avait la lassitude d'une guerre invisible et la connaissance de l'horreur. Dans les siens, une nouvelle détermination se forgeait, mêlée d'une terreur grandissante. « Nous devons rejoindre Paris », dit-il. « Bien sûr, la toile estait là-bas. » Elle tendit une main tremblante. « Mais je n'irai pas loin. » Antoine sentit un poids insupportable sur ses épaules. L'Alouette était une femme courageuse, mais elle était brisée. Ses poumons sifflaient et son visage était marbré de sueur froide.
La mission n'était plus de la sauver, mais de sauver ce qu'elle représentait, ce qu'elle portait. Les documents étaient mer le sang. Il se retrouva face à un dilemme impitoyable. Son humanité contre la brutalité de la guerre. Il était un homme de papier, de mots, pas de sang. Pourtant, le sang était partout. Il se pencha, déchirant un morceau de son propre mouchoir pour tenter d'éponger sa fièvre. « Nous trouverons un moyen. »« Le corbeau vous attendra, » dit-elle, les yeux mi-clos. « Il connaît un homme, un mécanicien du côté de Porte de Clichy. Des faux papiers, un refuge. Dites-lui que la colombe est blessée, mais que son message est clair. » La colombe, c'était elle. Une nouvelle couche de code, de mystère. La tête d'Antoine était un tourbillon de noms, de lieux, de risques. Le silence de la chapelle était interrompu par le son lointain d'une cloche d'église, annonçant le lever du soleil. Avec l'aube, la campagne s'éveillait. Des bruits de moteurs résonnèrent au loin, puis des voix d'hommes. Les recherches continuaient. Ils n'avèrent que quelques heures, peut-être moins, avant d'être découverts. Le piège se refermait, non pas sur une grange, mais sur le monde entier. Antoine rangea méticuleusement les documents dans la sacoche, la gardant à portée de main. Le vent s'infiltrait par les fentes de la vieille chapelle, apportant avec lui l'odeur de la terre humide et la promesse d'une journée froide. Il regarda l'Alouette, son visage pâle, puis la statue de la Vierge Marie. Il était clair qu'aucune aide divine ne viendrait. La justice, s'il devait y en avoir, dépendrait désormais uniquement de lui. Et il ne savait pas s'il en était capable, mais il savait que, d'une manière ou d'une autre, il devait atteindre Paris. Les bruits de moteurs se firent plus distincts, rugissant sourdement sur la route empierrée avant de s'éteindre brusquement. Des portes de voitures claquèrent, puis des voix, des ordres gutturaux, tranchant comme des lames de rasoir dans l'air froid du matin. La lumière de l'aube filtrait déjà à travers les vitraux brisés de la chapelle, dessinant des arabesques poussiéreuses sur le sol. L'Alouette ouvrit les yeux, un sourire étrange affleurant ses lèvres blêmes. Un sourire qui n'avait rien de joyeux, mais tout de la résignation, d'une décision mûrie dans l'ombre de la douleur. « Ils sont là », murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. Elle leva difficilement une main vers Antoine, son geste lourd, solennel. « Prenez-les et partez !» Antoine sentit son cœur battre un rythme assourdissant contre ses côtes. La peur, glaciale et viscérale, le paralysait un instant, puis se mua en une détermination farouche. Il y avait une fissure dans le mur derrière l'autel, cachée par une vieille tenture déchirée qu'il avait remarquée en entrant. Trop petite pour un homme de sa stature, mais il devrait pouvoir s'y faufiler. Le dilemme était là, brutal, implacable. La laisser ou mourir avec elle et les documents. « Non », dit-il, tentant de la soulever. Son corps était un poids inerte, fiévreux. « Je ne peux pas vous abandonner. » Elle secoua faiblement la tête. « Si, vous devez. Je suis un fardeau, Antoine. Le message est plus important que la messagère. Il doit parvenir. Dites au corbeau, dites-lui que la colombe s'est envolée, mais qu'elle a laissé sa trace. » Ses yeux, immenses et fiévreux, se fixèrent sur les siens, implorant. « Allez, maintenant !» Des bottes lourdes résonnèrent là sur le chemin, se rapprochant de la porte de la chapelle. Une ombre projeta sur les gravillons, un fusil claqua. Il n'y avait plus de temps pour l'hésitation. La douleur d'Antoine était un nœud serré dans sa poitrine. Il serra les documents dans sa sacoche, son regard s'attardant sur l'Alouette, une dernière image de courage et de sacrifice. « Adieu, la colombe », murmura-t-il. Il se glissa derrière l'autel, déchira la tenture poussiéreuse et, avec une agilité inattendue, se força à travers la fissure. La pierre froide écorcha sa peau. L'odeur du mortier et de la terre emplissait ses narines. Il entendit la porte de la chapelle s'ouvrir avec un grincement sinistre, puis des voix allemandes résonnèrent à l'intérieur. Il se mit à ramper, sentant la panique monter, mais la poussant au loin. L'Alouette avait fait son choix. Il devait honorer le sien. Il émergea à l'arrière de la chapelle, dans un petit cimetière envahi par la végétation. Il contourna les tombes, se fondit dans les hautes herbes, puis courut. Courut comme jamais, le cœur au bord de l'explosion, les poumons en feu. Il n'entendit pas de coups de feu, seulement le vent dans les arbres et les cris lointains. La colombe s'était envolée. Le voyage vers Paris fut une épreuve de survie. Antoine évita les routes principales, se déplaçant à travers les champs gelés, les bois obscurs, ne s'autorisant que de brèves haltes pour reprendre son souffle. La faim et la soif le tenaillaient, mais l'image de l'Alouette, son courage silencieux, le poussait en avant. Il réussit à se glisser clandestinement dans un train de marchandises près de Trappes, se cachant parmi les sacs de charbon et les barils de vin. Chaque arrêt était une angoisse, chaque bruit, une menace. Il était devenu une ombre parmi les ombres,
un fantôme fuyant le passé. Au petit matin, Paris le retrouva, voilé d'une brume grise et d'une atmosphère oppressante. La ville lumière, sous l'occupation, n'était plus qu'une illusion, une coquille vide où l'élégance des boulevards masquait la laideur de la peur et de la pénurie. Les uniformes allemands ponctuaient la scène, des affiches de propagande tapissaient les murs, les queues s'allongeaient devant les boulangeries aux étals misérables. Antoine se fondit dans la foule anonyme, son visage marqué par la fatigue, mais ses yeux vifs, scrutant chaque recoin, chaque visage. Il atteignit la librairie du Corbeau peu après l'heure d'ouverture. L'enseigne en fer forgé grinçait doucement sous le vent et l'odeur familière du vieux papier et de l'encre apaisait un instant ses nerfs à vif. À l'intérieur, le Corbeau, son nez plongé dans un incunable, semblait ignorer le monde extérieur. Il portait des lunettes fines posées sur le bout de son nez et ses doigts osseux tournèrent les pages avec une lenteur exaspérante. Antoine s'approcha, sa voix basse, trahissant à peine son épuisement. « J'ai un message. La colombe est blessée. Elle s'est envolée mais a laissé sa trace. » Le Corbeau leva lentement les yeux. Un regard perçant, presque sans émotion, traversa la pièce. Il ôta ses lunettes, les posa délicatement sur l'ouvrage. Ah, la colombe. Elle avait toujours le sens du drame. Asseyez-vous, mon cher Antoine. Vous avez l'air d'avoir dansé avec les fantômes de Chartres. Il fit un geste vers une chaise bancale. Antoine s'assit lourdement, posant la sacoche sur ses genoux. Elle n'a pas survécu, mais les documents sont là. Il sortit l'alias, froissé mais intact. Le libraire prit les documents, ses doigts, fins, effleurant le papier comme s'il s'agissait de parchemins anciens. Ses yeux balayèrent sur les pages. Un léger sifflement s'échappa de ses lèvres. Des petits jeux de dupes, n'est-ce pas? La main de Vichy, déguisée en destin. Nos chers patriotes tombent dans l'escalier, se noient dans leur bain, ou plus commodément, se suicident. La vérité est toujours une chose bien plus prosaïque, n'est-ce pas? Et bien plus cruelle. Il releva la tête, son regard se posant sur Antoine. « Vous avez bien fait, mon ami. Elle n'est pas morte en vain. Elle a sacrifié sa vie, » corrigea Antoine, la gorge serrée. « C'est souvent la même chose, dans nos métiers, » répliqua le Corbeau avec une pointe de cynisme. « Mais elle a donné un sens à sa fin. Ce n'est pas si courant. » Il rangea les documents dans un compartiment secret de son bureau. « Maintenant, vous. La milice ne mettra pas longtemps à vous identifier si vous continuez à porter ce visage. Le mécanicien, du côté de Porte de Clichy. Un homme de l'art, Jean-Paul Leroy. Vous lui direz que vous venez pour un entretien complet. Il saura. » Antoine sortit de la librairie avec une sensation étrange. La ville semblait s'être transformée. Il n'était plus Antoine Dubois, l'archiviste méticuleux, mais un homme sans nom, sans passé, un fugitif. Le poids de l'alouette, de son sacrifice, était désormais le sien. Les documents de la sacoche, la preuve des ignobles machinations de Vichy, étaient devenus sa raison d'être, sa malédiction. Il marcha vers la porte de Clichy, la pluie fine commençant à tomber, lavant les pavés de Paris, mais pas l'horreur des secrets qu'il portait. Il devait devenir quelqu'un d'autre, endosser une nouvelle peau, pour que la vérité puisse enfin voir le jour. La justice ne viendrait pas des dieux, mais des hommes et de leur capacité à braver l'obscurité. Et Antoine, l'homme de papier, savait désormais qu'il était capable de sang, de sueur, et de l'implacable résolution d'un homme qui a trop vu pour jamais fermer les yeux.